Et bonsoir à tous et bienvenue sur Twitch, bienvenue pour ce 7e épisode de la 3e saison de l'After Produit. On est ravis de vous retrouver dans le chat. N'hésitez pas tout au long de l'émission à nous poser des questions, on essaiera de les prendre parce que oui, on veut que ce soit interactif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bien sûr, un after n'est pas un after sans ses invités. C'est ma phrase de lancement depuis quelques fois maintenant. Et ce soir, on a l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Bardin et Renaud Loiseau. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Comment allez-vous ? Merci de nous avoir, très bien. Ouais, ravi d'être là. Pas de stress ? Non, facile. Non, facile. J'ai le bon rôle à dire ça. Je le dis aussi à chaque fois, on a un taux de survie de 100% sur nos invités, donc n'ayez pas peur. Tout va bien se passer, on est là pour à peu près 1h30 ensemble pour parler de deux beaux sujets dont on a parlé un petit peu au préalable, des sujets qui vont beaucoup intéresser nos auditeurs. Et donc encore une fois, on attend vos questions nombreuses dans le chat. Pour bien commencer, on va vous proposer un petit icebreaker pour apprendre à mieux vous connaître. Et pour ça, je lance ce soir le premier jingle. Et nous voilà de retour. On vous laissera vous présenter après. On va commencer par l'icebreaker parce que je trouve ça beaucoup plus drôle. On va commencer par une première question pour toi, Sébastien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail et ton rôle ? Oh là là, il n'y a pas plus simple ? Non, il n'y a pas plus simple. C'est ce que je préfère, je pense, c'est le niveau d'interaction que tu as. Voilà, je vais pas du tout dévoiler un mythe ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut rapidement s'accorder. Quelqu'un qui s'épanouit sur ce rôle-là, c'est quelqu'un qui a besoin, qui se fait plaisir sur le fait d'être en interaction avec des stakeholders, qu'ils soient demandeurs ou qui a besoin de l'input ou de l'output, mais voilà, c'est l'interaction. Je tease un peu pour les auditeurs. Sébastien est CPO. On y revient juste après. Question pour toi, Renaud. Si tu pouvais devenir instantanément un expert dans certaines compétences, ce serait quoi ? Un expert dans certaines compétences ? Produit ou pas produit ? Ouais. Je crois que je préférais ma question. Probablement pianiste. Pianiste. Voilà, musicien. Jamais fait de musique ? Non, j'ai fait je fais de la musique, mais vraiment pas expert, et je contemple et j'admire tous les experts, et voilà, la plupart les pianistes principalement. Donc c'est quelque chose que j'aimerais être. Pas du tout produit. Belle ambition. On retourne à toi, Sébastien. Je tease encore un petit peu. Vous vous connaissez ? Du coup, Sébastien, c'est quoi la plus grande qualité et le plus grand défaut de Renaud ? Ah, c'est la même chose. Elle est vicieuse, celle-là. Ouais, c'est le même, c'est qu'il a très souvent raison. Trop souvent. Ouais, non, c'est... Ouais. Renaud, tu as le droit de te venger. Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Sébastien ? La plus grande qualité, c'est d'être incroyablement intelligent, ce qui ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais il est très intelligent. Et le défaut, c'est qu'il est particulièrement grand. Ce qui à chaque fois me pose un peu en situation d'infériorité. Et il y fait rien en plus. Et il avance pas sur le sujet. Non, c'est terrible. J'ai essayé capillairement, c'est tout ce que j'ai pu faire. Avant de passer aux questions suivantes, on va vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Ça sera plus simple pour eux de vous situer. Voilà. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qui se lance ? Allez, je démarre. Donc oui, Renaud Loiseau. Je suis actuellement VP produit chez Egencia. Et mon parcours, c'est j'ai fait des études d'ingénieur initialement. Et assez rapidement, après avoir été développeur pendant quelques années, je me suis tourné vers ce qu'on appelait à l'époque de l'analyse fonctionnelle et du project management, un peu un milieu des deux. Il n'y avait pas tant de product manager à l'époque. Et j'ai rejoint finalement assez rapidement Egencia, donc la société dans laquelle je suis. Et ça fait donc 17 ans que j'y suis. Initialement dans les équipes tech, et ensuite quand l'entreprise a commencé à se structurer un petit peu plus avec les méthodos agiles, avec une équipe produit un petit peu plus forte et un peu plus au centre. Je suis passé dans l'équipe produit plus officiellement, d'abord comme contributeur individuel, puis je suis passé de contributeur individuel à chef Fayon, et puis maintenant je suis chef à plume. Voilà. Chef Fayon à chef à plume, j'aime beaucoup. Et pour nos auditeurs, que fait Egencia Oui, Egencia est une plateforme de gestion de voyage d'affaires qui historiquement appartenait à Expedia, qui est probablement un nom qui est plus connu des auditeurs, et qui est donc le bras B2B
d'Expedia a été historiquement le bras B2B d'Expedia, donc tout ce qui va être la gestion des politiques voyage, les outils de reporting pour les clients, les workflows d'approbation, c'est le genre de choses qu'on pourra gérer sur la plateforme Egencia, en plus évidemment de la réservation des vols, des hôtels, des réservations de voitures. Et pour la petite histoire, donc ça a fait historiquement partie d'Expedia. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce qu'il y a 1 an et demi, on a été racheté par le plus grand groupe de voyage d'affaires qui est Amex GBT. Voilà. Très clair. Sébastien, à toi l'honneur. Et écoute, en fait, même si on ne s'est pas connu là-bas, j'ai le même parcours au tout début que Renaud. Donc niveau diversité, là on est très mauvais. Je suis désolé, on ne va pas faire augmenter les scores là-dessus. J'ai eu un déclic, moi, produit, en fait, pendant ces études où j'ai eu la chance de faire un stage chez Motorola à l'époque. C'est une marque qui a presque un peu disparu, mais il y avait un plateau produit avec Lizzie et j'ai vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que la réflexion de faire naître l'idée du besoin jusqu'à... Alors en plus, c'était quelque chose de physique, mais... il y avait quelque chose d'assez fascinant pour moi là-dessus. Et j'ai commencé quelques années dans les telcos, et puis après dans le voyage, presque par hasard, où en 2015 j'ai rejoint Egencia. C'est là où j'ai connu Renaud. Pareil, sur une première partie de ma carrière, en rôle de contributeur individuel, voilà, après quelques années sur des rôles de management, voilà, en grandissant. Je suis parti pendant le Covid du voyage pour repartir sur des toutes petites structures start-up. Et puis, à l'orée de cette nouvelle ère pour cette boîte que j'adore et des équipes que j'adore, j'ai rejoint Egencia, qui faisait maintenant partie du groupe Amex. Et puis, il y a quelques mois, on m'a demandé de prendre la responsabilité d'une autre équipe au sein de GBT. Voilà. Quand je dis GBT, voilà, c'est ce fameux groupe de business travel. Que j'ai depuis 3 mois maintenant. Donc voilà, je suis vice-président produit chez Amex. Voilà. Ça promet un beau voyage dans le monde du produit ce soir. Ouais. Exactement. Petite question pour boucler cette petite icebreaker. Est-ce que vous auriez chacun une anecdote un peu croustillante et professionnelle sur l'autre, ou un moment il vous a surpris? Je ne sais pas si je peux le dire. Moi. Si, je peux le dire, parce qu'avec ton icebreaker, c'est bon, les gens savent. Ne faites jamais de karaoké avec Renaud, il est beaucoup trop fort. J'ai peur de lui avoir mis un micro devant lui aujourd'hui, du coup. Oui, si à un moment il y a des questions trop dures, je me mettrai à chanter quelque chose. Alors, ça sera quoi la chanson Joker on verra en fonction de la situation. Du moment. J'essaierai de trouver quelque chose. Une anecdote croustillante. On a, du coup, en effet, on est dans le voyage et GBT et Egencia sont des boîtes globales, donc on a pas mal voyagé. On est pas mal amené à voyager avec Sébastien, donc on a fait pas mal de voyages ensemble. Alors je sais pas si c'est croustillant, mais on s'est fait cette année, on s'est fait un bon week-end à New York tous les deux. Après une semaine à New Delhi, donc on s'est fait New Delhi, New York dans le même avion. Je sais pas si je m'attendais à quelque chose d'affreux, d'ailleurs ça a été. Mais bon, on a fait pas mal de voyages ensemble et on a eu des bonnes expériences. Ouais. On s'est fait un match de baseball là au mois de juillet ensemble. Exactement. Vous avez compris les règles? Lui, il sait. Ouais, je m'étais intéressé avant. J'y travaille depuis des années, j'ai toujours pas compris. Quelque chose que j'ai pas mentionné dans mon parcours, j'ai fait 3 ans pour Egencia aux États-Unis. Donc j'ai eu le temps de potasser un peu les règles du baseball à l'époque. Et Egencia et Amex GBT sont des boîtes américaines? Oui, absolument. Intéressant à dire. Donc vous êtes CPO à distance chez ces 2 entreprises américaines? C'est drôle, historiquement, on a un setup qui ressemble un peu encore à l'époque Expedia, mais où il y a, on peut dire, un peu 3 pôles. On utilise moins le vocabulaire maintenant de Dev Center, mais voilà, un qui est US based, avec Seattle beaucoup, un peu Chicago, un qui est Paris based, voilà où on est, et puis un qui est basé en Inde. Et donc, oui, depuis ce temps-là, en fait, de toute façon, les responsabilités qu'on a sont globales. Donc, on a varié d'ailleurs l'un et l'autre avec des équipes parfois basées en France, parfois basées aux US, parfois basées en Inde, parfois tout. Toi, tu as un setup qui est assez intéressant en ce moment. D'où les nombreux voyages, j'imagine. D'où les voyages et les visios un peu à des heures folles. J'imagine. Très clair, je pense qu'on comprend mieux qui vous êtes. Merci encore de vous prêter à l'exercice. On va tout de suite enchaîner avec notre premier sujet. Et pour lancer un sujet ici, on lance un jingle. Et nous voici de retour pour ce premier sujet. On en a parlé ensemble il y a quelques jours. Il y a ce mot qui a été lâché, ce mot de Product-Led Organization, qui a attisé ma curiosité. C'est un mot qu'on voit pas mal circuler en ce moment.
peut-être un peu beaucoup, un peu trop, ce qui fait qu'il n'est pas forcément bien compris et on a décidé d'en faire notre thème Product-Led Organization. Pourquoi et comment au-delà du pourquoi. Je commence ce sujet en vous posant une question très simple. Pour vous et pour nos auditeurs, comment vous expliqueriez ce qu'est une Product-Led Organization ou PLO, parce que j'aime bien cet acronyme de PLO qui me fait, Allez, un qui me fait acronyme. rire. Un petit acronyme de PLO. Tu démarres? Non, en fait, le premier réflexe, moi qui vient, je sais pas toi, mais c'est plus par opposition à. Je pense qu'on a. Moi, je suis arrivé au moment de la transformation. Toi, tu avais vu la boîte un peu avant. Donc, c'est aussi le fait d'avoir vécu ce avant-après. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience en fait de ce que c'était par rapport à ce que ce n'était pas aussi et ce qu'on avait pu voir avant. Je sais pas si. Ouais. Ça a du sens ce que je suis en train de raconter. Il peut y avoir plusieurs setups, mais en l'occurrence, c'était effectivement plutôt d'avoir une boîte comme souvent, quand elles croissent énormément et très fortement, qui sont beaucoup drivées, surtout en B2B, par le sales. Voilà, je signe un pipe et donc mon pipe drive ce que je mets dans mes backlogs, pour parler un peu vulgairement, quand j'ai largement un market fit et que je commence à être très très gros, j'ai une question et de scalabilité et de croissance, même si on en parlait un petit peu avant, qui peut plus être drivé que par mon pipe. Et donc j'ai besoin de me recentrer sur en fait quand tu dis pipe, c'est mon sales pipeline, ce qui arrive dans le funnel, les demandes des ce qu'on clients qualifie, ce qui va signer, ce qui va être implémenté, ce qui va trader sur la plateforme. Et à un moment, il faut qu'on se repose un peu la question. Et moi, c'est des moments que j'ai adoré de quel est ton profil client idéal, quel est ton fameux ICP, le Ideal Customer Profile, etc. Et tout ça, finalement, comment on peut dire, ça fait un peu buvard sur le reste de l'organisation. Ça recentre un petit peu le produit là-dessus. C'est un peu cette expérience, moi, que... Ouais, non, absolument. Et quand il parle d'opposition, donc souvent, Egencia historiquement était plutôt une sales-led organization, en tout cas la partie Europe. Ce qui veut dire en effet que le pipe, les prospects éventuels ou les clients qui passaient en RFP pour des renewals informaient quand même beaucoup le backlog et les décisions produits. Donc c'était le président regardait un petit peu plus le pipe et les chiffres commerciaux et puis comment est-ce que le produit est presque une commodité pour aider les équipes commerciales à closer ce prochain deal. Ce qui se tient dans la phase de croissance d'une société. Après, en effet, une fois qu'on a son product market fit, qu'on commence à toucher quand même un bon volume, il faut potentiellement passer à autre chose et c'est ce qu'on a fait aussi parce qu'on faisait partie d'Expedia. Donc Expedia qui est beaucoup plus B2C, retail travel, donc beaucoup plus centré sur le produit. Et du coup, ce que c'est qu'une product-led organization, c'est vraiment ce qu'a expliqué Seb et je pense qu'on va rentrer plus dans les détails et les nitty-gritty, comme on pourrait dire. Mais voilà, pour moi c'était ça. Et donc vous parliez effectivement des anciens modes d'organisation, en particulier le Sales-Led Organization. Et on avait l'impression dans ce que vous disiez que le Sales-Led Organization c'était bien pour des phases de croissance et qu'après on passait à une organisation Product-Led. Pourquoi ce twist à ce moment-là ? Alors bon, déjà je pense que c'est un commentaire qui est particulièrement vrai dans le B2B. Évidemment pour le sales-led, mais le côté, il faut chercher son product market fit, il faut trouver quelques early adopters, et il faut quand même être assez proche de leurs besoins pour être sûr que ces early adopters, ils vont être contents, ils vont rester, et puis ils vont pouvoir un peu faire tache d'huile dans le marché auprès de leur société amie. Une fois qu'on a atteint ça, en effet, ça a des limites, quoi. Si on veut vraiment avoir des effets de scale, si on veut s'assurer sur quel marché on veut aller, il faut sortir de la discussion un petit peu ad hoc avec tel ou tel client et passer à quelque chose qui monte plus à l'échelle. Et c'est là que product-led ou product-centric organization, qui sont vraiment deux synonymes, prend tout son sens. Ça fait PCO, c'est moins sympa. PLO est vraiment mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la raison pour laquelle je dis aussi product-centric, c'est parce que je pense qu'en ce moment, on parle aussi énormément de product-led growth, PLG, ce qui en acronyme vaut pas grand-chose. Pas beaucoup mieux. Qui est pas exactement la même chose, qui sont des concepts en effet parallèles, mais la partie organisation en effet vraiment explique comment une équipe produit peut être au centre du jeu pour définir les priorités et pour informer un petit peu ce que les autres composantes de la boîte font. Product-led growth,
tout à fait parallèles et dans le même esprit, mais on est quand même beaucoup plus sur qu'est-ce que le produit fait pour créer de l'acquisition, pour créer de l'adoption, pour créer de la viralité. Et donc là, c'est pas exactement de ça dont on parle, c'est quand même plus... là c'est Product-led Growth, c'est plus pour des phases de croissance, voilà. ou d'accompagnement de la croissance, là où le Product-led Organization, c'est plus à un niveau structurel de l'entreprise et l'orga. Tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien, sur le côté? Non, oui, c'est parce qu'effectivement, on est conscient que c'est pas sur le B2B, c'est des boîtes qui parlent moins au grand public, mais effectivement, c'était déjà des sociétés qui faisaient quelques milliers de personnes. Donc voilà, on n'a plus les mêmes réflexes et imposer un rythme et un changement se fait pour d'autres raisons, quoi. Donc, et donc, vous mentionnez donc une bascule de Sales-led Organization à une Product-led Organization, mais pour nos auditeurs, concrètement, ça change quoi dans l'entreprise? On travaille différemment, c'est pas les mêmes personnes, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut être les mêmes personnes, mais ça demande pas mal de training. Non, souvent ça va être les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a énormément de choses qui se sont passées et la bascule s'est faite en fait quand il se trouve que c'est quand on a changé de personne, donc un nouveau CPO est arrivé des marques d'Expedia, donc voilà, qui venaient vraiment du monde du B2C, leisure, 100%. Leisure, retail, travel, 100%, qui pense à sa conversion, à son funnel et qui est vraiment pas dans le même monde que les métriques qu'on pourrait regarder dans B2B, en tout cas pas initialement, et qui a mis en place ce que j'appellerais une usine produit, je pense, clairement, qu'on va sûrement détailler un petit peu plus, et qui en effet met le produit au centre du jeu. Alors qu'est-ce qui change? Je vais en commencer par un, et puis après, Seb, tu dis si t'es d'accord ou pas, ou si t'en as d'autres. Mais déjà, la manière dont le CEO s'implique, mais quand je dis s'implique, c'est pas la notion juste de se dire il va donner les décisions, c'est justement, il arrête de prendre les décisions, mais il va donner le support à cette équipe produit pour dire à toutes les autres composantes du business, on s'aligne. On s'aligne, voilà. J'ai pas envie de dire c'est eux qui décident, parce que c'est probablement un petit peu trop... c'est pas exactement ça, c'est un peu trop simpliste, mais en tout cas voilà, ce qui compte c'est la roadmap produit, et c'est les product managers et l'équipe produit d'une manière générale qui récupèrent les inputs de tout le monde et qui vont vraiment décider des priorités et trouver les bonnes décisions et trouver la solution. Donc on commence à rentrer sur ce sujet de quels sont les problèmes à résoudre, et on laisse l'équipe produit les résoudre et trouver les solutions. Là où, historiquement, les gens qui sont au board, qui sont au COMEX, c'est des gens qui sont quand même souvent très très bien câblés, qui ont eu beaucoup d'expérience avec plein de succès, qui arrivent là et qui sont câblés solutions aussi souvent. Enfin, qui sont câblés, j'ai des bonnes idées et j'ai envie de les mettre en place. Et là, on leur dit, non, sois plus clair sur les problèmes que tu veux résoudre, gère bien tes opérations, sois un bon stakeholder, mais lâche un peu du lest sur la prise de décision. Ouais, puis ça passe par des trucs, tu vois, moi je trouve des changements qu'on a vus très vite arriver, parce que c'est un changement culturel, je pense avant tout, on va peut-être parler de certains rituels et tout, je pense qu'ils nous ont marqués et qui marquent, je pense, pas mal de personnes là-dessus, mais c'est, tu vois, le fait de se dire que tous les jours, effectivement, si on reprend l'idée du pipe, tu vas être sollicité pour dire, je sais pas, quand est-ce qu'on ouvre un nouveau pays, parce que voilà, j'ai un client qui me demande si on peut ouvrir la plateforme dans tel pays, versus un statement qui va dire non, là pour les prochains 6 mois, voici la liste des trucs sur lesquels on va bosser, nous, organisation Product Tech, et voici aussi la liste des trucs sur lesquels explicitement on va pas travailler. Donc c'est choisir. Tu vas retrouver ces fameux trucs sur lesquels tu es régulièrement poké et tu perds des calories parce que tu es constamment en train de vérifier si finalement ce coup-ci ça vaut pas le coup. Donc là il y a un peu un statement upfront qui dit tous ces sujets-là c'est non, on n'ira pas pour un cycle défini. Et c'est ça aussi qui a aidé à gagner en énergie, en capacité d'impact, c'est d'être très très, un mot que j'aime pas du tout mais qu'on utilise tout le temps, c'est ruthless, d'être très très discipliné on va dire, sur le fait de faire le moins de paris possible finalement, mais à chercher l'impact maximum sur les quelques paris qu'on fait. Donc alignement et focus des efforts sur quelques sujets. Alignement, et puis voilà, la gestion de cette liste des don't do ou not doing, qui en effet se base sur des cycles. Je pense qu'on va parler des cycles de planning, parce que du coup ça tire un peu tous ces sujets-là. Ce qu'on peut pas dire, on fera jamais ça. Enfin, des fois on peut dire ça stratégiquement, mais d'une manière générale c'est plus confirmer, on va pas faire ça dans les 6 prochains mois, que le CEO l'internalise, le comprenne, puisse une fois que le CPO l'a communiqué, que le CEO le répète. Et après, les product managers, ils sont tranquilles sur ce sujet-là.
pendant 6 mois, on va pas venir les emmerder. Les composantes du business qui voulaient vraiment aller dans ce pays-là, on leur a dit bah non, là dans les 6 prochains mois ça n'arrivera pas, pense à autre chose. Et du coup le commercial il sait que déjà il a une règle supplémentaire pour qualifier son pipe. Même pour lui c'est plus satisfaisant. Ça fait une bonne transition, parce que ma question c'était effectivement, on passe d'un monde où le sales et les équipes commerciales, l'effort commercial était un peu sacralisé devant tout, à un monde où le produit, pour plein de bonnes raisons, on va le voir, passe au centre. Est-ce qu'il y a un changement du rapport de force ou des interactions entre les pôles historiques marketing sales et les équipes produits qui au final sont mises au devant de la scène, sur le devant de la scène? Je commence par la conclusion. Moi je trouve que non. Enfin, j'ai plutôt tendance à voir le côté à moitié plein. Je pense que, tu sais, il y a un peu, enfin, pour moi, c'est un petit peu la nature et horreur du vide, que quand tu es au début du funnel de l'acquisition, tu remplis avec ce que tu as, quoi. Et quand tu accompagnes les sales dans leur pitch, etc., tu vois qu'il y a un petit peu de tâtonnement sur la question, quoi. Donc, tu es face au RFP du client, tu vois toutes les questions qu'il pose, tu as envie de répondre oui. C'est pour ça que tu es payé, c'est pour ça que tu es à la table de négo avec le client. Donc, le moment où en fait tu arrives à faire cette transformation et tu équipes aussi, tu es en capacité d'équiper les équipes sales, tous ceux qui sont customer facing en tout cas, avec les talking points, voici ce qu'on fait pas aussi, et voici comment calibrer les attentes du client. En fait, quand tu es sales, c'est vachement plus agréable en fait comme équipement pour avoir une discussion client. Exactement. Oui, non, il y avait le côté agréable. Après, quand même, le rapport de force. Alors, de pouvoir a quand même un petit peu changé, parce que en effet on se dit c'est pas ce commercial ou ce directeur commercial ou ce VP commercial qui va pouvoir complètement changer la direction. Si c'est pas ce qu'on a prévu dans notre cycle de planning, il y peut plus rien, sauf si c'est vraiment l'opportunité rêvée qui va doubler la taille de la boîte, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive plus quand on atteint un certain niveau. Si ça arrive souvent, c'est une mauvaise. Ou si ça arrive souvent, c'est que ça se passe mal. Très casse-gueule, ouais. mais du coup ça change ça. Après, comme disait Seb, je pense que je rebondirai là-dessus, et qui peut être assez intéressant, c'est qu'en fait on en a fait un outil marketing pendant un temps. Cette approche produit, c'est quelque chose qu'on expliquait aux clients, quoi. Enfin, que les commerciaux allaient expliquer aux prospects, voilà notre cycle de planification, voilà comment ça marche. C'était en cycle de 120 jours, maintenant c'est 180 jours, on va peut-être rentrer dans ces détails-là, mais même aller expliquer aux clients quelle est notre approche et pourquoi on est product-centric était au final un outil pour les commerciaux, un outil de plus pour les commerciaux, pour faire un petit peu pour mieux vendre, pour mieux vendre et avoir des preuves de... Ouais, et ça pitchait le fait que tu étais finalement l'outil B2B le plus consumer-centrique en fait, quoi. Donc ça avait une vraie valeur, parce que sur les outils B2B, un gros challenge à chaque fois c'est l'adoption. Celui qui te paye, souvent en fait derrière, une de ses plus grosses questions, c'est est-ce qu'il va être challengé quand il t'a choisi. Et plus tu l'équipes pour que tu lui dis non, tu vas avoir une adoption énorme parce que le produit est extrêmement simple d'adoption, etc. Et voici ce que tu vas pouvoir suivre et vendre aussi à ton management. C'est plus rassurant pour le gars qui va signer le RFP pour toi. Je prends une question du chat. Il y a Gaëtan Post qui nous dit comment est-ce qu'on gère cette phase de transition. C'était une de mes questions. Vous avez vu des entreprises changer. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette transformation? Avec un peu de sueur quand même. C'est ma question d'après, on peut la dire là, mais c'est quoi les gros fails que vous avez vécu dans ces changements, les choses que vous aviez mal anticipées? Les gros fails, ils sont un petit... Enfin, je sais pas s'il y a eu un gros fail sur le changement, il y en a plus eu à la longue, parce qu'il y avait des limites dans le système. Ouais. Alors, je peux rentrer dans les limites, mais en tout cas, pour répondre à la question de comment on fait, donc il y a pas mal de sueur, et il faut réussir en effet à montrer patte blanche aussi au reste de l'organisation. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas maintenant c'est produit qui prend les décisions et puis ils les font dans un coin. Il y a un enjeu de transparence au sein de toute l'organisation qui est énorme et qui là du coup drive des rituels, et qui incombe au produit. Et qui incombe au produit. Voilà, c'est au product manager qui avant cette transformation était peut-être probablement quelqu'un qui était beaucoup plus focus sur la delivery, sur bosser avec les techs, sur avoir la bonne architecture. Puis d'un seul coup, on lui dit non, mais t'es l'évangéliste de l'équipe produit d'Egencia. Alors, donc nous, on avait mis en place, je pense qu'on va en parler, le MPR, le Monthly Product Review, que plein d'autres boîtes font aussi. Mais c'était le rituel qui est devenu à une époque probablement le rituel le plus important de l'entreprise, je pense.
qui rassemblait pratiquement tout le monde dans l'organisation. Chaque product manager devait parler et montrer patte blanche, montrer pourquoi c'est une bonne idée de laisser à l'équipe produit ce pouvoir. Et évidemment, c'est pas aller tout seul, parce qu'il y a des fails, il y a de l'angélisme, il y a des product managers qui sont plus juniors que d'autres, donc ils vont prendre des mauvaises décisions. Donc très rapidement, il y a des retours de flamme avec les autres équipes qui vont commencer à se poser des questions en disant on laisse peut-être un petit peu trop de pouvoir ce petit jeune de 25 ans qui vient d'arriver, qui connaît rien à rien. Nous, on est là depuis 15 ans et il prend des décisions à côté de la plaque. Et ça, évidemment que ça arrive. Et il faut savoir le gérer. Et c'est là que, à l'époque, le CPO avait donné vraiment une importance à ce rituel qui peut presque paraître disproportionné, quoi. Enfin, le mec, il allait relire tous les slides. Des slides, on était déjà une 60aine d'équipes. Il y en avait peut-être 300 à lire en 3 jours. Et puis, il allait taguer tout. Et puis, il disait là, t'as du fond de 14 et du fond de 16 là, dans le même slide. Pourquoi Aussi bien que la métrique ici, elle me semble déconnante. Il y a un message derrière. C'est quoi cette métrique? Il manque une métrique, fais ça, c'est pas ça. T'as mis du rouge, elle est où ta légende? Enfin, des trucs qui peuvent paraître presque, complètement logistiques, mais qui sont là pour créer de la crédibilité de l'équipe. Prouver par l'exemple que, les produits créent de la valeur. C'est la punchline joke qui n'était pas une joke, c'était great powers comme great responsibility. Il n'est pas de nous, mais c'était quand même assez clairement ça. Je pense qu'un des trucs qui a permis aussi des fails et de rebondir dessus, moi j'y reviens souvent, c'est quand même aussi la culture et les mindsets. C'est-à-dire que ce qui permet de rebondir là-dessus, c'est que tu as une équipe de stakeholders, etc., qui ne saisit pas l'opportunité d'un fail pour dire, on pensait bien que ça ne marchait pas, mais ok, comment est-ce qu'on peut rebondir dessus pour s'assurer que ensemble, on rame tous dans le même bateau, donc on essaie d'avoir le moins de calories perdues dans le process et on aille bien là où on a dit qu'on voulait aller. Ça, je trouve que ça joue énormément. Plus tu es dans des grosses organisations, moins c'est trivial, je trouve quand même, quoi. Mais donc renforcer ça top-down et au niveau de toutes les équipes, en fait, c'est crucial parce que ça désinhibe aussi les équipes à expliquer pourquoi est-ce qu'elles font le truc, à se mettre un peu à nu tous les mois à présenter ce qu'elles ont fait, tes progrès, tes métriques, pas juste le what mais le why. Et culturellement, c'est ce qui fait que ça peut passer, je pense. Ouais. Et après, il faut voir la courbe d'apprentissage pour l'ensemble de l'équipe produit, qui est quand même vraiment belle et vraiment rapide, parce que si tous les mois, il faut bien expliquer le pourquoi de toutes ces décisions, pourquoi c'est des bonnes décisions, aller chercher ces métriques. Et évidemment, quand on commence ça, on n'a pas toutes les métriques disponibles. Tout le monde n'a pas un business acumen, comme je disais. On ne change pas toutes les équipes d'un seul coup, donc des équipes qui étaient plus focus sur delivery et qui faisaient ça très bien doivent un peu sortir de leur corps. C'est assez incroyable comment en 6 mois, 1 an, les équipes sont complètement transformées et voient leur boulot différemment. Donc 6 mois, 1 an, c'est le temps qu'il a fallu globalement pour basculer d'un mode à l'autre. Ouais, je pense des choses qui parlent, c'est tout d'un coup dans ces cycles de planification, que le premier sujet de discussion soit moins est-ce qu'il y a la feature ABC dedans, mais est-ce qu'on va plutôt essayer de tacler l'adoption online, est-ce qu'on va plutôt essayer de tacler telle métrique de génération de revenus, top ou bottom line, enfin tu vois, voilà, tout d'un coup on commence, on commence par le why, parce qu'il y a de l'attrition, parce qu'il y a tout ça, forcément tu es constamment en train tu remets le nez dedans tout le temps et tu es constamment en train de pousser dans ce sens-là, mais tu vois qu'il y a des réflexes qui se sont créés. Ouais. Vous avez dit un truc super intéressant avant. Vous avez dit faut qu'on choisisse et qu'on concentre les efforts sur des choses, et qu'il y en a qu'on va lister comme officiellement les choses sur lesquelles on n'ira pas. Il y a plein de littérature dans le produit pour savoir comment on priorise des choses. Il n'y a rien pour dire ce sur quoi on n'ira pas. Comment on fait concrètement pour dire ça on n'ira pas dessus, ou pas pour les 6 prochains mois? C'est ceux qui sont en bas de la liste? S'il y en a dans le chat qui ont la réponse. Je regarde. Pour l'instant, je vois rien dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on... Alors oui, bon, il y a en bas de la liste, mais c'est pas exactement ça. Non, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte c'est pas nécessairement le bon moment. Des fois pour des raisons tech ou d'architecture, il y a une séquence qui fait que c'est mieux. Où on sera pas prêt, l'entreprise sera pas prête. Enfin voilà, Seb disait le bon exemple assez classique dans une boîte B2B qui veut croître. On veut lancer un nouveau pays.
ça attire quand même tout un tas de sujets d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue à être vraiment prêt dans le pays, qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, souvent on peut se dire, bah non, si on a d'autres problèmes à régler. Donc ça va plutôt être des décisions qui se prennent plus haut. Donc c'est pas nécessairement le product manager, contributeur individuel qui va dresser la liste des choses sur lesquelles on travaille pas. Après ça peut être vrai à un niveau plus granulaire sur sa feature au sein de son équipe. Mais les gros sujets, ça va plutôt être l'équipe de direction qui les choisit. Je dirais que la clé, en tout cas dans ce qu'on veut expliquer dans la méthode, c'est le côté visibilité, la clarté de dire ça, on va pas travailler dessus. Officialisation pour tout le monde. Officialisation de tous les sujets qu'on fait pas pour s'éviter tout un tas de questions et de ping pendant. Donc, typiquement, c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc sur les 6 prochains mois. Il y a une roadmap et une anti-roadmap, je veux dire. Là, les sujets où on n'en parlera pas pendant les 3-6 prochains mois. C'est souvent ce qu'on dit. C'est le slide le plus important. Ok. Et c'est devenu, à force d'être au début une blague, c'est devenu vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, on est souvent repris, interpellé sur « Merci d'avoir fait ce call-out particulier, il n'y aura pas ABC ». Et ça désinhibe, je trouve, beaucoup, en particulier, quand tu commences sur ces rôles-là, sur ce fameux dire non, qui est, voilà, il y a aussi pléthore de littérature dessus, tu te rends compte qu'il n'y a rien de naturel forcément à ça. Et donc montrer par l'exemple ces choses-là, c'est nécessaire. Je pense qu'un truc qui aide aussi, ça c'est quelque chose maintenant sur lequel il y a pas mal de rituels aussi chez nous là-dessus, mais c'est d'avoir plusieurs couches de, je n'ai pas envie de dire de priorisation, mais peut-être on va parler un tout petit peu d'OKR aussi, mais de dire finalement, au niveau top level, voilà, on peut prendre sur 2 axes simples, voilà, mais si on dit, voilà, c'est l'optimisation de revenus, on veut faire de l'expansion géographique, voilà, là on ne va pas demander effectivement au niveau d'une squad de prendre une décision. Par contre, il doit y avoir un axe clair. Donc le rôle du product là-dessus, ça peut être de surfacer en fait cette demande à son leadership, de dire voilà, est-ce que c'est plutôt la ligne génération revenu ou la ligne expansion géographique qu'on doit faire. De faire un choix. D'avoir un choix et de cascader aux différents niveaux des orgues. Et quand c'est des petites orgues, il n'y a pas besoin de 18 niveaux. Quand on est une boîte de 20 000 personnes, ça commence à être... Peut-être il y a plus de granularité nécessaire, mais moi je trouve le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de remonter en fait ces choix à faire. Parce que, faire moins de paris, ça permet d'apprendre plus vite, ça permet d'avoir un impact plus rapide, ça permet de résoudre tes dépendances plus souvent. Un des points sur lesquels on priorise aussi, c'est aussi la capacité à faire. Il y a certains projets où on a des questions de savoir-faire, on a des questions de dépendance, on n'a pas forcément tout in-house. Il faut regarder comment, dans des écosystèmes, de plus en plus de sociétés où on travaille, on focalise nos efforts tech sur ce qui est core, et un gros de jus de cerveau et aussi sur comment leverager ce qui existe. Donc voilà, ça aide aussi à prioriser ça, de se dire je vais peut-être pas faire tout moi-même, peut-être qu'il y a des trucs où il faut que je regarde qu'est-ce qui existe, qui peut faire mieux que moi, plus rapidement que moi, que je réutilise. Voilà. Si c'est pas le cœur de ma value proposition, ça c'est très clair. Vous avez parlé de rituel, de monthly product review. Est-ce que vous pouvez nous décrire c'est quoi une monthly product review? Et s'il y a d'autres rituels aussi, c'est toujours intéressant. Donc. Ouais, alors je pense que les auditeurs vont nous prendre pour des fous, mais un monthly product review, ça durait, je dirais ça durait parce qu'on a un peu évolué le format. Peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises, mais ça durait 5 heures, voilà, tous les mois. Donc dans une société globale, comme je disais, comme disait Sébastien, avec des personnes en Inde, aux US et tout, on fait ça. Voilà, en France, on a presque de la chance parce qu'on est au milieu, mais bon endroit, ça va être du 15-20 heures en France. En Inde, ça se termine à 1h du mat. Il commence à 6h30. Voilà, donc c'est quand même une sacrée logistique un peu folle. Et ce qu'on faisait, c'était... Toute la boîte invitée. Toute la boîte est invitée, grosso modo. En tout cas, toutes les équipes Customer Success. Pas tous les conseillers voyage. Voilà. Non. pas tous les conseillers. Il n'y a pas 3 000 ou 20 000 personnes qui viennent, mais on se retrouve facilement à 500, 600 personnes là-dedans. Et alors après, il y a des parties un peu context setting où le CPO ou les VP vont un peu expliquer l'histoire et un peu avoir le narratif de ce qui s'est passé sur le mois précédent, les choses les plus importantes. Mais très rapidement, on tombe sur chaque équipe, explique ce qu'ils ont shippé les 30 derniers jours ou ce sur quoi ils travaillent sur les 30 derniers jours et ce qu'ils comptent faire sur les 30 prochains jours. Puis après, on a un peu évolué le format pour donner un peu des horizons temporels un petit peu plus longs avec des vues sur 3 mois, 6 mois. Et puis après, on a fait évoluer le format pour donner un peu plus de vues sur ce qu'on avait lancé dans le passé, comment ça marchait. Mais ça restait quand même très focus delivery, je pense,
pour donner la visibilité de la delivery. slash impact. Avec Delivery slash impact. toujours tes métriques, tu shippais au début, ça. ouais. Oui, au tout début, Ouais. mais très vite, on est arrivé avec une usine A/B test aussi qui faisait que tu Ouais. shippais. Venait avec ton hypothèse de shipper X, c'était un impact sur quelle métrique, donc ton impact c'est quoi. Ouais. Et j'en reviens à la culture. Un truc, moi je trouve qui a été assez incroyable, c'est d'arriver à quelque chose qui soit vraiment une culture du learning. C'est-à-dire que je vois où quand tu discutes aussi avec tes peers, etc., très souvent, tu parles pure vélocité, et t'as shippé combien... Enfin, tu vois, il y a un peu une notion de... Enfin, c'est un complexe, moi, que j'aime pas trop, tu vois, avoir est-ce qu'on ship beaucoup de trucs, etc. C'est presque la mauvaise question d'arriver à valoriser les équipes plutôt sur qu'est-ce que tu as permis à notre organisation d'apprendre, qu'est-ce que toi tu as appris, qu'est-ce que tu as permis de faire valoriser en termes de learning sur ce persona, sur ce segment, etc., sur le truc dont tu t'occupes. Ça fait avancer, je pense, la boîte et les équipes beaucoup plus vite, en fait. Le learning, quoi. Et donc voilà, et chaque équipe explique ça, et donc comme je disais, le format évoluait pour passer un peu plus vers le why, là où au début c'était très delivery, et après en effet on a lancé de plus en plus des B-tests une fois qu'on avait la plateforme, qui est quelque chose qu'on a fait en parallèle, ça va très bien, c'est tout à fait en parallèle avec être beaucoup plus product centric, où là on était beaucoup plus sur la méthode scientifique voilà, des hypothèses, des observations, des hypothèses, des tests et des métriques qu'on veut bouger. Donc et pas de partie de démo. On montre pas le produit en tant que tel dans ces événements. Et pareil, au début on n'en faisait pas, et puis on a commencé après à faire les démos pour les sujets les plus importants, parce que 5 heures c'était déjà très long. Laisser chaque équipe expliquer les démos pour toutes les features, on n'a pas pu le faire. Ceci étant dit, petit à petit on rajoutait à chaque fois 3-4 démos en début de session. Et avec l'expérience, il n'y a pas d'attrition, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir le même nombre de personnes qui viennent à ces cérémonies à chaque fois. Et ben ouais. Oui, mais je pense que après le format a évolué aussi, je ne sais pas si on y vient aussi, mais je pense que ça manquait d'inclusivité dans le sens où la charge mentale que ça nécessitait était quand même assez importante, donc tu laissais de facto forcément un peu de stakeholders. Voilà, tout ce qui était un peu plus leadership chez les commerciaux, etc., avait besoin d'être engagé là-dessus. T'en as certains encore aujourd'hui qui disent c'était quand même un peu lourd, quoi. Oui. Et un truc, juste, je voulais rebondir sur la partie démo, qui je pense était assez smart. J'ai réalisé ce truc après coup aussi, c'est que tu le vois souvent aussi, dès que tu montes quelque chose, il y a un biais cognitif qui est de regarder les pixels, enfin tu vois, ah tiens c'est marrant le bouton, et de voir le détail. Et on a tous des biais, des habitudes, etc. Et plutôt que de se concentrer sur en fait qu'est-ce qu'on voulait essayer d'atteindre avec ça, parle-moi des outcomes, etc. Donc le fait que ce soit à petite dose, je trouvais aider à garder ce mindset, pourquoi on l'a fait, quel a été l'impact, etc. Et qu'on se focalise pas trop sur les pixels. Oui, et puis la question pixel et aller très profondément sur le what. On a justement essayé d'éviter après, parce que on a des équipes product marketing qui sont très bien. Il y a toute une partie knowledge enablement, il y a tout un tas de process qui sont là pour aider les équipes commerciales ou les différentes composantes du business à comprendre ce qui est fait. Donc c'était pas le but de ce MPR d'aller dans le détail pour que tout le monde soit au courant du détail de comment ça marche. Parce que j'imagine que toutes les équipes individuelles gardent leur cérémonie classique. Ça, c'est quelque chose qui se fait en plus du cycle. Absolument. On a plusieurs questions dans le chat. Alors, je pense là, avez-vous le soutien de votre direction, entre guillemets? J'imagine que vous direz oui. Vous l'avez déjà dit plus ou moins tout à l'heure. Quels sont... Je ne comprends pas cette question, je la zappe, je ne sais pas la dire. Quelles sont-elles dans de belles boîtes internationales comme ça? Je ne sais pas quelle est la question. Comment est découpé le périmètre produit dans vos entreprises? Une question complexe. Pas mal de fluctuations aussi là-dessus. Pas mal de fluctuations qui dépendent pas mal en fait de où on en est au niveau stack technique. Pour être honnête, ça drive quand même souvent pas mal l'architecture. Donc là on a évolué et maintenant on est sur quelque chose de plus mature, mais qui va encore être amené à évoluer, j'en suis sûr, avec les années. Donc historiquement on a eu un projet assez long de refonte de plateforme, parce qu'on avait plusieurs plateformes dues à des acquisitions, enfin voilà, quelque chose d'assez classique. Et du coup on a construit les équipes produits par domaine fonctionnel, je dirais presque par page à une époque, quoi. Donc ce qui est vraiment, ce qui est l'anti-littérature, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais dans le cadre de
notre projet et comment on l'a fait, il fallait à un moment une équipe qui bosse vraiment sur la page de recherche, la homepage, les pages de shopping, la finalisation de réservation, les pages checkout, etc. Donc on a dû s'organiser comme ça pendant un temps, et on a encore pas mal de nos équipes il y a encore un peu des réminiscences de cette organisation. Après, une fois qu'on avait globalement fini ce travail de refonte de plateforme, on s'est organisé par persona actuellement. Donc dans notre monde B2B, B2B2C, on a le voyageur, qui est un persona quand même, celui qui va réserver, celui qui va voyager et qui utilise notre plateforme beaucoup. Et on a le travel manager, qui est plus l'acheteur, on va dire, et la personne avec laquelle le responsable de compte va s'interfacer et qui lui va bénéficier des outils de facturation, du setup du paiement, du setup de la politique voyage, des workflows d'approbation, des outils de reporting, des outils de sécurité, etc. Donc du coup, on s'est organisé par persona pour avoir une vue plus end-to-end, parce que le travel manager s'intéresse beaucoup aussi à son expérience voyageur, etc., mais n'a pas les mêmes besoins. Et donc voilà, on s'est pas mal organisé comme ça. Alors, plein de questions dans le chat. Question de Nicolas Oisel. Comment s'organisent vos équipes entre le socle commun global et les spécificités locales ? Les spécificités quoi ? Je pense que la question derrière, c'est vous êtes dans une entreprise mondiale qui a des activités. J'imagine que vous essayez d'avoir un socle technique et fonctionnel qui sert le plus possible de pays, mais il y a probablement des spécificités locales. Comment est-ce que vous gérez cet équilibre ou non-équilibre, en tout cas, entre ces... La réponse très très courte, c'est que 9 fois sur 10, en fait, non. C'est-à-dire que c'est le parti pris aussi d'avoir une plateforme globale, c'est de dire que justement, ça va être un des points de décision. On en revient à comment on priorise. Très souvent, et il y a encore j'aime pas dire des reliquats, mais il y a encore des cas concrets aujourd'hui où c'est des points de friction, on le sait, en termes de market fit, mais parce que ça nécessite de la, je sais pas comment appeler ça, de la customisation, quelque chose, une itération trop market spécifique. On laisse. On le fait pas. Okay. C'est un parti pris. C'est un parti pris très 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 global. À un moment, on a dû un peu changer notre fusil d'épaule parce qu'il y avait une acquisition d'une très grosse agence de voyage business dans les pays nordiques. Donc on a construit tout un tas de spécifiques locales pour la Norvège notamment, parce que c'était la société qu'on avait achetée était numéro 1 sur le marché, donc on pouvait pas se permettre de juste se dire non, nous on est la boîte américaine qui fait que du global, et puis le train en Norvège on fait pas, ça nous intéresse pas. Ceci étant dit, avec le temps, c'était quand même trop demandeur dans la roadmap produit et dans le support produit de continuer à être vraiment les plus pertinents sur le local. Séparé de la Norvège, ou vous avez réintégré On s'est pas séparé de la Norvège. On est un petit peu moins intéressé par les clients gouvernementaux norvégiens. D'accord. On va dire, même si on en a encore et on est très content de les avoir. Mais s'ils sont contents, c'est plus parce qu'on a cette approche globale qui, du coup, quand on bosse sur quelque chose, le leverage, ça fit pile poil. Oui, c'est ça. Ça fit pile poil. Après, s'ils veulent vraiment le spécifique de ce fournisseur en Norvège qui vend des taxis, qui est différent des autres, et souvent la réponse sera non, c'est pas. Autre question du chat, pouvez-vous nous parler du rôle du product manager sur l'offre, le pricing, le benchmarking ? Est-ce que c'est géré par le CPO ou le CMO ou peut-être d'autres personnes ? Une question. On a quelques setups aussi. Voilà. Pas de formule unique. Non. Historiquement, les pricing, mais bon, je sais que ça aide pas beaucoup. Puis ça a changé surtout. Et ça a changé. Alors moi, avant d'arriver dans ces boîtes-là, c'était drôle parce que c'était une grosse partie, quand j'étais sur la partie telco, etc., c'était une partie effectivement où le product faisait les parties pricing, etc. Là, sur les 10 dernières années, non, c'était clairement, là, on a un pôle dédié qui s'occupe de cette partie-là, pricing, définition du pricing, parce que aussi, quand on a une force de frappe côté vente qui est structurée, en fait, il faut prendre en compte quels segments ils servent, même des choses très concrètes de comment ça va se configurer dans Salesforce pour faire le pricing. Donc c'est des métiers dédiés, franchement, qu'on voit tout le temps, mais c'est des métiers dédiés qui sont suffisamment occupés à plein temps. Donc aujourd'hui, sur la taille qu'on a, c'est plutôt vu comme ça. Et après, c'est marrant parce qu'au fil du temps, initialement, ça a été dans les équipes marketing, puis c'est passé quand même dans les équipes produits. Et maintenant, c'est de nouveau, parce que je pense qu'initialement, c'est là où ça avait été, dans les équipes commerciales, en fait.
D'accord. Après, on travaille enfin, il y a des product managers qui bossent sur leur partie avec les équipes d'offres et de pricing, évidemment, au quotidien. Mais maintenant, c'est dans les équipes commerciales que c'est au plus près en fait de la demande client et de ce qui va nous permettre de vendre un peu mieux. Très clair. Dernière question pour conclure cette première longue rubrique. On aurait plein d'autres sujets à poser. Comment est-ce qu'on sait qu'une product-led organization, elle fonctionne ? Parce que les product managers sont contents. C'est un bon indicateur. Non, mais c'est à moitié une blague. Il n'était pas avant ? Non, mais tu sais quoi, moi, un truc, je me souviens, il y a beaucoup de boîtes où on fait nous, on appelait ça des pulse surveys, donc un survey RH, biannuel, je crois. Et on a vu, je me souviens, quand sur les premiers, alors j'ai envie de dire peut-être les 2 premières années, un score to the roof, quoi. Enfin, des équipes qui avaient, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées comme ça aujourd'hui, mais voilà, tu le vois. Il n'y a pas d'effet négatif sur d'autres équipes, d'autres populations Si. Oui. Sur qui ? Non, mais parce qu'il y a cette courbe du changement, tu sais. Et voilà, parce que quand tu drives le changement, quand tu le subis, forcément ton cycle, donc déni, colère, enfin bon, voilà, c'est la théorie, là, tu la vis en plein. Donc oui, quand tu drives un changement, tu as l'excitation parce que tu es déjà head of the curve, et puis tu vois effectivement certains stakeholders sur lesquels il faut aider à traverser cette courbe. Ouais, je pense que tu es bien avancé sur le sujet quand tu as un account manager qui vient vers toi, tu es en avril et qui dit ouais, j'ai vu avec un client, il aimerait vraiment bien ça, est-ce que c'est possible de faire un pitch pour septembre pour le prochain cycle de planification ? Tu lui dis pourquoi pas. Il a compris. Il a compris et voilà, et qu'il a même dit, et j'ai dit à mon client que j'allais essayer de faire un pitch pour septembre. Voilà. Oui. Là où avant il revenait, il disait j'ai vendu ça. Alors j'ai vendu ça. Merci. Ou j'en ai vraiment besoin. Des escalades de partout. Tout de suite parler au CPO sur ce truc-là. Donc ouais, comme ça il y a une belle maturité quand on en arrive là. Très clair, très, très facile à mesurer. Ouais. Merci pour cette première rubrique. On en profite, on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce petit. Je l'ai à la maison. Petit livret de nos amis. On en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission. Ouais. De nos amis du ticket Product Led Growth. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Et on en profite. Voilà, ils ont un événement, un meet-up le 10 mai. On va laisser le lien là dans le chat, je pense, si vous voulez regarder. Ça a l'air super intéressant avec des beaux invités. Merci pour cette première rubrique. On va enchaîner à la suivante. Et pour ça, un petit jingle. Nous voici de retour. Petite rubrique très courte, 5 minutes, pour parler des buzzwords qui nous rendent fous. Et quand on dit buzzword, on va évidemment rester dans le buzzword du monde du product management. C'est quoi, vous, le petit mot qu'on voit partout et qui vous irrite un petit peu? Et au-delà de ça, pourquoi il vous irrite tant? Il peut y en avoir plusieurs. Alors, je sais pas s'il y en a un qui m'irrite particulièrement, mais je pense le mot discovery, on en entend vraiment beaucoup parler en ce moment. Il était dans ma shortlist aussi. À raison d'ailleurs, enfin, c'est super important. Hein. Donc le mot m'irrite pas, et ce qu'il y a derrière, quand c'est bien pensé, c'est super important. Hein. Donc c'est une évidence. Après, je pense qu'on voit, quand je parle avec pas mal d'amis qui sont dans le monde du produit, ou même nous dans notre boîte, ou des gens qu'on voit en entretien, ils disent ouais, on fait de la discovery, on parle un peu avec les devs pour être sûr de la faisabilité, et puis voilà, donc non, on va pas tout de suite bille en tête faire le truc. D'abord, on s'assure de la faisabilité, on met 1 mois de discovery, et puis on est bien. Donc voilà, on se dit on est mieux maintenant, on fait de la discovery parce qu'on va faire un peu de grooming en avance de phase pour être un peu plus sûr de l'effort. Là où voilà, ce qui est vraiment véhiculé par la discovery, et c'est très bien expliqué dans la littérature, mais je pense qu'il faut encore un peu de temps pour que tout le monde l'internalise, c'est plus la meilleure compréhension du problème. Et est-ce que le problème mérite d'être résolu déjà? Est-ce qu'il y a un problème? Et si oui, comment est-ce qu'on va le résoudre? Plus que la faisabilité technique, qui fait aussi partie de la discovery, qui est complètement un risque. Mais, oui, parce que souvent ça traîne un truc qu'on entend souvent, c'est une expression que j'ai entendue beaucoup, c'est le admire the problem. C'est souvent ça que tu découvres derrière, quoi. C'est pas forcément aller au problème. Enfin, ouais. Toi, Sébastien, ton ou tes buzzwords? Tu sèches? Ouais, je sèche un peu. Non, les sujets autour de la data, c'est un peu les mêmes aussi. TIC, que Renaud décrit en entretien, par exemple, où je vois qu'il peut y avoir un peu un décalage entre ce que tu entends et ce que...
Voilà, on utilise les mêmes mots, mais en fait, ça recouvre pas forcément les mêmes réalités. Là où moi, j'ai une vue très pragmatique et j'irais terre à terre du sujet, de la même façon que tu dis souvent, voilà, toutes les semaines, tu devrais parler à des clients, etc. Je dirais que la discipline, tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, la discipline produit, ou je ne sais plus comment tu dis ça, ou l'approche scientifique du produit, ça commence juste par ça, en fait. C'est effectivement le matin, ton lundi, etc. Est-ce que tu sais tes key métriques de ton produit, et tu n'as pas besoin d'avoir du monitoring de partout, etc. Mais juste ça, c'est le truc qui souvent me fait un peu tiquer. Ça fait une bonne transition avec le sujet d'après. J'en avais listé plein d'autres, hein, effectivement. Moi, agilité, tout simplement. Je trouve que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers aujourd'hui, où on se déclare agile parce qu'on fait des sprints. C'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. On fait des sprints, donc on est agile. Ça m'a fait un petit peu mal. Oui, on a eu le cas... Bon, je ne veux pas dire exactement où, etc., parce que ça va faire des histoires, mais oui... Ouais, on fait des sprints et voici notre plan sur les 14 prochains sprints et ce qu'on pense mettre dans 14 sprints, mais ça, on n'est pas complètement sûr. Voilà, ça c'était pas mal. J'ai eu le cas, il y a vraiment pas longtemps. Et puis même vélocité, je trouve que c'en est un qui est souvent très mal compris aussi. Après, le mot est mal choisi aussi, peut-être, mais c'est un mot qui est mal compris. Bon, bref, il y en a plein, et je pense que les anglicismes n'aident pas. On rigolait des anglicismes quand on cadrait cette émission ensemble la dernière fois. Il y en a beaucoup, probablement trop, et ça nous empêche de réfléchir au vrai sens des mots. C'est pour ça qu'on avait envie de faire cette petite rubrique buzzword. Oui, et puis on en avait parlé aussi parce que, et je pense que c'est vrai depuis une demi-heure là, autant Seb que moi, on est beaucoup dans l'anglicisme du fait de la société dans laquelle on travaille, et donc on s'excuse auprès des auditeurs pour ça. Désolé. On fait pas exprès. Il n'y a pas d'émeute dans le chat, en tout cas, de ce que je vois. Je vérifierai, mais ils ont l'air pour l'instant de suivre. Va bien. Eh ben merci pour cette petite rubrique. On va enchaîner avec notre deuxième sujet que tu as parfaitement teasé, Sébastien. On se retrouve juste après le petit jingle. Sébastien Renaud, on a parlé PLO, Product-Led Growth en intro, et vous avez expliqué en long, en large et en travers pourquoi on avait mis le produit au cœur du dispositif, au cœur de l'entreprise, dans sa stratégie, et pourquoi c'est pour ce qu'on veut que le produit crée de la valeur, et dès lors qu'on parle de créer de la valeur, c'est un petit côté, comment est-ce qu'on mesure, comment on vérifie qu'on crée de la valeur, et tu as commencé à parler de data, de mesures, de KPI, et puis on voit aussi, pour continuer dans les anglicismes, dans les buzzwords, on voit du outcome driven, du data informed, du business led, il y en a plein, tout ça, et on voit cette connexion, ou en tout cas ce lien un peu flou aujourd'hui entre d'un côté des objectifs pour l'entreprise, on en parlait dans la première partie, et de l'autre côté un côté très opérationnel, data, pour prouver, et c'était de ce sujet dont on voulait parler aujourd'hui en l'intitulant Objectifs et data, le loto gagnant du succès, point d'interrogation. Et on va commencer par une question encore une fois très terre à terre. Pour vous, c'est quoi la data dans vos entreprises ? C'est l'alpha et l'oméga. Je pense que c'est... Comment gagner 10 secondes ? Non, pourquoi les data, c'est partout, et aussi bien en capture qu'en consommation. Donc je pense que la question, elle tourne toujours autour de quels sont les problèmes, comment est-ce qu'on veut les résoudre, et très vite, il faut passer comment est-ce qu'on va mesurer évidemment notre succès ou notre failure à réussir à résoudre ce problème. Et souvent, quand tu arrives là, tu te dis, bon, en fait, toutes ces datas, on les a pas. Enfin, on va pas être capable, sauf si on veut juste tester de la conversion et qu'on a fait un peu de tagging, on va y arriver. Mais très vite, on va se dire, non, mais toutes ces datas, on les a pas. Et voilà, je pense que la data chez nous, c'est passer son temps à se reposer la question, quelles sont les datas qu'on a dispo ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le pipe pour avoir plus de data, pour prendre encore des meilleures décisions après, trouver des nouveaux problèmes, ce genre de choses. Ouais, il y a un peu, je trouve, l'obsession de se dire... Enfin, on est dans les métiers, c'est pas la même chose quand tu fabriques un meuble ou quand tu fabriques une voiture, etc. Encore qu'une voiture, non, mais mauvais exemple. Mais en fait, on a la chance que chaque micro-interaction soit mesurable. Et finalement, il faut que ce soit un cercle vertueux de constamment te poser la question de qu'est-ce qui me manque peut-être un peu sur ma map de compréhension de qui sont mes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Pour que je comprenne en fait aussi le prochain challenge qui vaut le coup d'être craqué. Parce qu'en fait, c'est un peu, je trouve,
le risque, c'est un peu un gros mot, mais la pente un peu casse-gueule, je trouve, c'est que tu peux très vite trouver la data qui justifie une idée. Tu vois, tu commences par l'idée et puis après tu vas trouver la data qui dit c'était bien ça qu'il fallait faire. Sauf que en fait, tu tombes toujours dans le risque. On utilisait souvent la notion de veine, d'avoir en fait des local max où tu optimises en fait un sous-problème et tu oublies la plus grosse problème, picture. Et voilà, où on utilise souvent, tu sais, l'image du tu cherches tes clés, si tu perds tes clés la nuit sous l'éclairage du réverbère, quoi. Mais du coup, tu perds de vue tout l'endroit où tu n'as pas de lumière. Et juste avoir ces réflexes de se dire, en fait, je ne sais que ce que je sais, donc il faut que je me pose constamment la question de qu'est-ce que je ne sais pas pour que je comprenne potentiellement le bigger problem to solve. C'est aussi ça, que je reviens à la partie culturelle, qui est, à mon sens, tout l'enjeu des data et des KPI que tu instaures, quoi. Alors question les inconnus, question du bon chasseur et du mauvais chasseur, c'est quoi la bonne data et c'est quoi la mauvaise data? La bonne data, je sais pas. J'ai déjà entendu un truc qui est c'est pas facile de spotter, enfin c'est facile de spotter une mauvaise réponse, c'est plus difficile de spotter une mauvaise question. Je sais pas si c'est la bonne question. Non mais je joue le jeu. Je pense que la métrique qui a pas de sens ou d'enjeu sur lequel tu as envie d'avoir un impact côté produit, elle te sert à rien. Il y a un truc très vrai que tu dis tout le temps, c'est quoi, en quoi elle est actionnable cette métrique. Quand tu n'arrives pas à répondre en fait très rapidement à cette simple question, c'est qu'a priori elle te sert à rien et donc il faut chercher ailleurs, quoi. Donc la bonne métrique, elle est choisie, elle est actionnable. Elle est actionnable et on peut l'expliquer et la mettre dans un narratif plus global. La mauvaise data qui va te donner cette micro-interaction ou ce petit bout de voilà, on a gagné temps en consulting, ou qu'on n'arrive pas à remettre dans l'ensemble du narratif de l'ensemble de notre flow de vente par exemple, ou notre flow de rétention, ce genre de choses, ça va être de la mauvaise data sur laquelle on peut passer des heures et des heures à essayer de l'optimiser ou de mieux la comprendre ou de la capturer encore mieux. Et donc de perdre du temps et de l'argent sur du micro-tuning de ce qui n'a pas de valeur ou qui en génère très peu. C'est ça. Très clair. Et donc dans mon intro, il y avait cette notion d'un côté de data, de mesure, à l'autre bout des objectifs. Et même question, et elle est probablement plus dure, c'est quoi un bon objectif pour une entreprise ou pour une direction produit au sens large? Putain, c'est compliqué tes questions. Ouais, et puis la fatigue avance en plus. Donc elles sont bonnes. Non, elles sont bonnes carrément. Il y a quand même une notion de cercle concentrique là-dessus, parce que je pense que la data informe les objectifs aussi. Moi, je me souviens sur un product académique qu'on s'était fait, où on faisait souvent ce qu'on appelait des tear downs, c'est-à-dire regarder des exemples de sociétés qui avaient fonctionné sur des moments de leur vie particuliers, et où on avait regardé le funnel d'acquisition, enfin pas d'acquisition, le funnel du first time use de Netflix, où tu as ces panels de vignettes où tu choisis quelques films, c'est à peu près tout. Et puis évidemment, ils ont ton adresse IP, enfin ils ont quelques petites informations, et ensuite tu as cette première page d'accueil. Et en fait, sur leurs premières années où ils sont passés sur le online, après leur période DVD, le problème dont ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de craquer, mais parce qu'ils avaient la data, c'est de trouver une page qui génère du clic, enfin qui génère du play le plus vite possible. Et donc c'est là que sont apparues les vignettes cliquables, où tu lançais automatiquement, ou avant, pour les très vieux d'entre nous qui ont utilisé des VOD, canal VOD, des trucs comme ça, tu cherchais par liste thriller, machin, ou par époque, etc. Et le nombre de fois où tu arrêtais ta soirée parce que tu cliquais pas et t'en avais marre était 100 fois plus élevé. Donc la data leur a permis de comprendre quel était le problème qu'il fallait craquer. Et donc ils ont eu toute une phase où ils ont optimisé, et ils continuent d'optimiser le format des vignettes, l'image des vignettes pour le même film, comme vous savez, qui est optimisé, etc. Les autoplays, enfin tout un tas de trucs parce qu'ils se sont rendus compte que c'était presque leur key métrique à optimiser en permanence. Et donc ils ont toujours des équipes qui optimisent à fond ce truc-là. Donc je suis désolé, tout ça pour dire, en fait, j'ai pas de réponse toute clé en main, parce que je pense que ça dépend aussi des contextes parfois, de ce que tu connais de ton business. Sur un cas comme Netflix où ils craquent complètement un nouveau business, où il n'y a pas de blueprint, il n'y a pas de guide, etc. C'est assez différent d'un cas où tu fais une traduction d'un métier comment dire, pas digital, on va dire, brick and mortar. Où tu le traduis en digital. Les problématiques sont pas pareilles. Enfin, j'arrive pas à trouver une recette unique à la réponse à ta question.
Non, il n'y a pas de recette unique, mais en effet, il y a le côté les data informent les objectifs peuvent permettre d'aller plus loin sur la data. Un exemple que j'ai en tête, là, c'est dans notre monde, nous B2B, on a un peu cherché la formule magique de qu'est-ce qui drive vraiment de la rétention client ou de la stickiness, etc. Donc, bien sûr, on utilise le NPS, donc le NPS nous ramène plein d'informations intéressantes, plein de data intéressantes, mais jusqu'ici, on n'a jamais vraiment prouvé, nous, dans notre contexte à nous, hein, je ne parle pas dans les autres boîtes, une corrélation vraiment directe et officielle entre le NPS et puis le client qui va pas rester et qui va décider de partir. C'est étonnant, c'est contre-intuitif, mais... vous gardez le NPS. Et du coup... Le NPS, il reste quand même très intéressant. Il permet d'avoir des trends et puis il permet surtout d'avoir beaucoup de commentaires du Cali que tu peux aller lire. Mais du coup, il y a eu beaucoup de travail côté data pour essayer de chercher quelle métrique pourrait nous informer un petit peu plus sur la stickiness. Et puis, les équipes analytics ont créé des data plus engagement, quoi. Enfin, voilà, un peu un agrégat de tout un tas de comportements utilisateurs pour se dire, bon, c'est pas le NPS, mais c'est comment ils engagent avec le produit, pour lequel on a réussi à corréler beaucoup plus la qualité de cette métrique avec la rétention client, et sur laquelle du coup on peut créer des objectifs beaucoup plus tangibles de sur ces 6 prochains mois on veut avoir des actions particulières pour améliorer l'engagement client, pas la rétention. La rétention c'est un bon objectif en tant que tel, c'est un très bon outcome, mais l'engagement client, parce qu'on pense que derrière ça va avoir un impact au revenu plus direct. Et donc voilà, et donc du coup c'est là où des équipes analytics qui sont vraiment bien câblées, comme c'est le cas chez Egencia, on a de la chance, peuvent vraiment informer les objectifs. Voilà, c'est pas eux qui vont définir les priorités, mais ils vont dire là il y a parce que tu as un prérequis d'avoir effectivement des datasets incroyables. Ouais. Les skills, effectivement, grâce à ça, finalement, avec le ML, etc., tu arrives à savoir en fait laquelle machine learning tu vas réussir à trouver en fait sur toutes ces dimensions laquelle est celle qui crée l'engagement, la rétention, etc. Et c'est ça qui va permettre de revenir à ok, du coup je vais me focaliser sur ces 3 trucs. Mais tu avais 10 000 dimensions sur ton dataset, donc savoir sur lequel te concentrer. Et un esprit humain va avoir du mal là-dessus, avoir effectivement des équipes bien câblées, comme tu dis. Et j'ai encore envie de vous torturer. Question œuf ou la poule. Imaginez demain vous arrivez CPO dans une boîte où il n'y a ni objectif ni data, vous commencez par quoi? La data. Il y a un petit la data côté Sébastien. Quand même l'objectif, moi je pense. Et après, très vite je me dis il faut définir des objectifs, commencer à faire un draft de product stratégie, et puis le lendemain essayer d'aller embaucher quelqu'un pour construire l'équipe data. Ouais. Non, mais en fait, a priori, si tu arrives sur une boîte qui est effectivement déjà existante, etc., il faut espérer qu'il y a quand même un certain momentum, il y a quelque chose qui est déjà instauré, etc. Oui, il faut reprendre et comprendre le rationnel du pourquoi telle dimension a été donnée, telle direction a été donnée, etc. La meilleure façon, je pense, d'aider l'équipe à être empowered, à éclairer le business sur les impacts de ce que tu construis, va être de l'équiper, et c'est un journey, comme on dit, mais voilà, de l'équiper avec des data. Donc depuis le début, là, on voit se profiler, objectif d'un côté, data, c'est un cercle vertueux, tout s'amplifie. Mais comment on fait pour que tout ça, ça fonctionne bien dans une entreprise ? Est-ce que vous avez des tips, des rituels, des bonnes pratiques que vous avez vues vertueuses ? Alors des tips, des rituels, oui. Qu'on a vues vertueuses, probablement. Mais est-ce que c'est des grands succès ? Je suis pas sûr. On prend aussi. Hein. Donc... nous, ouais, on fonctionne en OKR, pardon. Et du coup, on a nos cycles de planification dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Si tu veux décrire un petit peu ce que c'est pour... Donc les cycles de planification, donc nous aujourd'hui on est sur du 180 jours, donc 6 mois. Avant on a fait du 120, ça marche. Pendant le Covid, on s'est dit oula, faut qu'on réponde encore beaucoup plus vite à l'adaptation de ce qui se passe sur le marché, donc on était descendu à 90 jours, et tout ça c'est possible. Mais c'est où... chaque équipe va construire son plan pour le prochain quarter ou les 2 prochains quarters en fonction de la période, et donc définir ces OKR, mais ils le font dans un framework, dans un cadre qui a été défini avant par la Product and Tech LT, on va dire. Donc définir un peu des objectifs globaux, donc pas nécessairement les key results, mais voilà les 3-4 objectifs
macro après lesquels on veut courir. Et après, dans ce cadre-là, chaque équipe s'insère et dit voilà, travailler sur ses KR, quoi. Travailler sur ses KR. Bon, chez Egencia maintenant, on doit avoir 50 ou 60 équipes. Donc c'est pas... si on n'est pas bien équipé, donc là on est plus dans de l'outillage, mais par exemple chez Egencia on n'est pas très bien outillé, on l'a été à une époque, et puis là on est revenu... Tu parles d'outillage data ? D'outillage vraiment Ops, quoi. Product okay. Ops, voilà. Aujourd'hui cet exercice on le fait sur Excel. D'accord. Je ne suis pas fier de ça, mais c'est la situation actuelle. Et ça a vraiment des limites, évidemment, en termes de gestion de dépendance. Mais en termes d'alignement, tout le monde peut aller voir les OKR de chaque équipe, réagir, se rendre compte s'il a besoin de contribuer. L'équipe A veut faire ça, mais elle a besoin de l'équipe B, l'équipe C. Donc tout ça, c'est fait dans le cadre de cette planification. Donc voilà, il y a un mois pendant lequel on fait beaucoup de planning, beaucoup de gestion des dépendances, beaucoup de définition des OKR, beaucoup de construction de la liste des not doing. Et puis après, il y a 5 mois pendant lesquels on peut exécuter. Voilà, c'est à peu près ça. La vérité, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle un 90 days check-in, donc un check après 3 mois, où on va se permettre de faire des ajustements en fonction de soit ce qui s'est passé d'un point de vue delivery, bon, il y a des choses qui prennent plus de temps ou qui sont mal passées, soit plus souvent des changements marché, ou des impératifs stratégiques qui font qu'on... Donc OKR plutôt vertueux, usage d'Excel pour ça moins. Ouais. Ça peut mieux faire, ouais. OKR vertueux, oui. La raison pour laquelle je mettais peut-être un petit bémol dans notre expérience à nous, c'est qu'on a fait pas mal de projets de fondation. Voilà, quand on a fait notre refonte de plateforme, où là, on est dans le contexte d'une acquisition, donc il y a quand même tout un tas de boulot qui est drivé par... faut changer un petit peu nos systèmes. Des fois, on se tord un peu le cerveau pour mettre ça dans le framework OKR, parce qu'on se dit, c'est ça, c'est le framework qu'on suit. Là où, en fait, c'est des choses qu'on doit faire. Il faut les finir, c'est très output. Alors, évidemment, on veut mettre tout un tas d'outcomes associés en se disant, il ne faut pas qu'on impacte négativement la conversion, on se met tout ça. Mais des fois, on se force un peu dogmatiquement dans un... On peut avoir ce risque, en tout cas. Donc, du coup, c'est ce dont on discute avec les équipes. Donc, voilà, les OKR, je pense que c'est formidable. Après, des fois, le contexte fait que c'est peut-être pas la meilleure chose à un moment donné, ou pas pour toutes les équipes. Sans intellectualiser trop le truc, moi je pense 2 trucs par lesquels tu peux toujours commencer, et je dirais que ce soit quand tu arrives dans une org où c'est déjà en place, etc., ou que ce soit toi qui arrive et qui soit tenté de pousser des trucs, c'est de dire en fait upfront les objectifs sur lesquels je vais bosser, c'est A, B et C, et conséquence de ça, va y avoir l'initiative 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais est-ce qu'on est bien d'accord dessus ? Parce que du coup, c'est un statement au reste de l'organisation. Et 2, c'est de faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement de dire aussi, et du coup, conséquence, je ne vais pas travailler aussi sur ces 10 sujets. Et juste ces 2 trucs, c'est un truc que nous on utilise souvent, on appelle ça la forcing function, mais c'est un truc qui en fait crée des discussions vachement plus intéressantes avec tes stakeholders. Donc c'est de prendre le lead finalement, vrais choix de dire voilà, voici, avec ce que j'ai d'input aujourd'hui, ça peut être, on a toujours l'impression d'être loin de la littérature, etc. Mais la vraie vie, c'est que tu l'as construit en fait, c'est toi qui l'as construit pour beaucoup, quoi, à tous les niveaux. Dire finalement, moi pour mon équipe, c'est ça, c'est mes objectifs et ce que je vais pas faire. Je pense que c'est un service que tu te rends à toi aussi bien qu'à tes stakeholders. Question de Aleman, je sais pas comment il faut le prononcer. Est-ce que les équipes sont incentivées sur le NPS ? Non. Si. Ah. Mettez-vous d'accord. Sans vous battre, s'il vous plaît. Ça dépend ce qu'on appelle par incentiver. On a une grosse scorecard quand même cette année sur le NPS. Oui, ça dépend ce qu'on appelle incentiver. Moi, incentiver, tout de suite, je me dis, est-ce qu'il y a un bonus basé sur ce genre d'outcome ? Okay. Donc là, la réponse est clairement non. Les product managers Voilà, les product managers et les équipes produits en général, quand je dis équipe produit en général, produit, tech, UX, analytics, ne sont pas incentivés sur un outcome particulier, quel qu'il soit. Parce que déjà c'est pas comme ça que c'est organisé et pas sûr que ça conduirait au bon comportement en permanence. Voilà, donc ça, si c'est la question, c'était incentivize. Je pense que c'était dans ce sens-là, oui. Donc la réponse est non. Après, tu peux étayer sur le fait qu'en effet, on a des scorecards avec tout un tas de métriques qu'on suit au niveau org, donc pas juste pour qu'ils ont suivi, voilà, pour le nous NPS tous. Est regardé en tant qu'indicateur et qui reflète la réalité. Complètement. Et le NPS est regardé. Après, comme je disais avant, le résultat du NPS en tant que tel, soit,
Par contre, tous les commentaires quali qui vont avec, ça c'est de leur en barre à chaque fois. Donc, Les trends, ça, et un truc aussi très vite, surtout quand tu fais du B2B, c'est tu lis quand même pas mal de trucs sur NPS, pas actionnable, machin, etc. Mon expérience, je rejoins pas forcément. Et 2, tu peux le faire aussi par persona. Tu vois, Renaud a parlé un peu du self-booker et du travel manager. Voilà, ils vont t'apporter 2 trucs différents. Et après, tu as une hiérarchie, un peu ta pyramide de Maslow. Comment est-ce que tu priorises les inputs par type de persona? Voilà, tout n'est pas valorisé pareil, mais je rejoins assez Renaud, c'est de l'or en barre en général. Un point de vue quali, pour le quanti évidemment non, mais sur le quali, ouais. Et pour revenir, peut-être juste que ça me fait penser, tout à l'heure on parlait du MPR et du rituel et des évolutions qui ont eu lieu à travers les temps. Quand on est devenu beaucoup plus fort sur la partie Voice of the Customer, Customer Insight, donc le feedback qu'on peut avoir sur le produit ou les réponses NPS, on avait commencé à mettre, donc chaque équipe devait présenter un slide, donc tous les mois, chaque équipe devait présenter quelques infos sur ce qu'ils avaient appris du NPS, quelles actions étaient prises ou pas prises d'ailleurs. Il y avait aussi du don't do, là, les clients ils se plaignent beaucoup de ça, mais par contre on le fait pas. Mais déjà pour montrer au reste de l'organisation que l'équipe produit écoute, et puis permettre au product manager de toujours avoir ce contexte. Donc comment, encore une fois, le rituel peut être une fonction qui crée l'habitude un peu. Qui crée l'habitude et qui crée des comportements vertueux, quoi. Je fais un petit retour en arrière, du coup, dans mon buzzword, j'aurais mis le NPS. Parce que de ce que vous dites et qui me parle beaucoup, c'est dire qu'il y a le NPS qui est souvent vu comme la note intrinsèquement, et en fait ce que vous regardez plus dans le NPS, c'est tout le quali, le verbatim client, où il y a encore plus d'informations au final à prendre que la note quand tu as un décrochage par typologie de client, tu as des segments de clients qui vont avoir ça peut être un indicateur aussi. Tu as peut-être une typologie de client qui est un moins bon fit avec ton produit ou géographique. Il y a tout un degré de nuance, je trouve que ça t'apporte quand même. Mais en complément, encore une fois, d'un panel de... Voilà. Après, le NPS, c'est vraiment un agrégat. Enfin, voilà, dans notre monde, s'il y a des grèves en France, le NPS va baisser sur notre plateforme parce qu'il y aura peut-être plus d'annulations. Voilà, et bon, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop de prise. Donc on parle d'objectifs, de mesures, de data, il y a derrière tout ça une notion de performance. Est-ce qu'au niveau de l'orga produit ou de l'entreprise, on peut aussi avoir cette notion de performance? Du produit? Du produit ou de l'organisation produit derrière? On a des scorecards, pas évident ta question. En tout cas, on n'a pas mis en place, nous, des choses tangibles qui permettraient de répondre oui à cette question. Moi, je pense que la réponse serait oui si on construit la bonne scorecard produit, donc qui ne correspond pas aux chiffres sales, etc., ou en tout cas pas directement. On peut complètement avoir des manières, je pense, d'analyser et d'estimer la performance d'une équipe produit si on se met d'accord sur les métriques sur lesquelles on je pense que ça doit. Et ça dépend du contexte, ça dépend de l'industrie, ça dépend de ta maturité sur ces orgues, etc. Mais d'avoir ta scorecard qui n'est pas alignée avec les objectifs... Enfin, je pense qu'il y a toujours des marges de progrès, mais je ne pense pas que tu dois avoir beaucoup d'orgues où tu as un disconnect complet, quoi. On discutait même il y a quelques semaines avec un ancien collègue qui est dans un monde très physique, où ça vend du service et des choses, voilà, mais où il y a une plateforme digitale. Même là, il est au service. Tu vois, ces mesures de succès sont complètement au service du business, quoi. Donc au final, un produit qui performe, c'est globalement bon signe pour l'entreprise. Ouais, qui est aligné en fait. Je pense que mon point, c'est peut-être pour ça que je suis pas sûr de capter bien, d'être bien derrière la question, mais en tout cas, d'avoir des signes que ça contribue. Le mot, je trouve toujours là-dessus, c'est l'alignement, quoi. Est-ce qu'on est sûr de ramer exactement le plus possible dans la même direction? Est-ce qu'on a le moins de calories perdues ensemble, quoi? C'est ça, je pense, le point de vigilance, en fait. Question plus simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on peut se proclamer Product-Led Organization et n'avoir ni objectif, ni data? Non, c'est assez simple. Non, je pense pas, non. Pas mieux. Pas mieux. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? N'hésitez pas à nous poser des questions.
question, on voit qu'avoir de la donnée de qualité, de la donnée bien utilisée, on a parlé de ça au tout début sur la bonne data, c'est souvent compliqué, notamment au début quand on n'a pas ce réflexe-là, cette culture. Comment est-ce qu'on fait pour justement insuffler cette culture de la data en entreprise ? Enfin, je vais dire un truc, mais la data attire la data. Moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Le hook, c'est de commencer en fait, quoi. Parce qu'en fait, encore une fois, sauf si effectivement on n'est vraiment pas sur des produits digitaux, je pense pas que ce soit le cas sur les personnes ici là, mais on a la chance d'avoir par nature tout qui est traqué, donc la data qui est plus ou moins disponible, mais elle existe, et donc commencer par ce qu'on a. C'est le premier pas qu'il faut faire. Parce qu'après, ça génère et si j'avais la possibilité de mesurer ci, et si j'avais la possibilité de mesurer ça. Et puis tout d'un coup, quand on commence à avoir des datasets assez riches, mais tiens, en fait, si je pouvais le cruncher de façon un peu moins heuristique, mais si je pouvais commencer à mettre du ML dessus, etc. etc. Et donc, enfin, même aujourd'hui, il y a plein de trucs encore. Alors que c'est incroyable la richesse qu'on a et les muscles qu'on a développés, etc. Il y a plein de trucs qu'on ne fait pas encore parce qu'on pourrait encore aller beaucoup plus loin. Donc, c'est le chemin, quoi. C'est le chemin. Après, il y a quand même eu des actions assez simples qui avaient été mises en place à un moment quand on a, par exemple, dans la definition of done, plus voilà, typiquement agile 101. Et je capture, voilà, c'était sur la partie plus web analytique, je m'assure que tout est tagué. On peut pas lancer là où, voilà, dans plein de boîtes et chez Agentia avant, ça se fait en décalé. D'abord on lance, mon MVP il a pas de tagging, et puis après je le fais après, parce que de toute façon c'est pas P1, etc. Et puis finalement je le fais pas. Non, en fait, un petit dashboard et puis il me manque 3 trucs, mais bon, c'est pas grave. C'est devenu la definition of done. Non, je peux pas lancer. Voilà. Ça se trouve, il y avait plein de périmètres, enfin voilà, des grosses limitations de périmètre sur la fonctionnalité, mais le tagging devait être là. Et c'était le CPO qui expliquait très clairement vous êtes un mauvais product manager. Enfin, si vous lancez, vous faites pas ce qu'il faut, quoi. C'est une faute, quoi. Donc ça avait pas mal marché. Et c'est une zone d'inconfort qui passe très vite en plus. Oui. Oui, ça se fait. C'est assez vertueux. C'est assez vertueux. J'ai même vu remonter jusqu'au definition of ready en amont, dire en fait dès le début on réfléchit à ce qui sera traqué. Au début on a fait le definition of done et puis après voilà, tout à l'heure je parlais de discovery et comment on peut la faire bien ou pas bien, mais la partie qu'est-ce que dans mon projet, quelle nouvelle data je vais capturer, c'est quelque chose qui devrait plutôt être dans la user story ou même dans le cadrage du projet initial, être sûr que ça fait partie, que c'est dans mes acceptance criteria, etc. Et ça en fait c'est un move qui se fait assez rapidement à partir du moment où on crée justement ces rituels, ces MPR ou d'autres choses où chaque product manager peut apprendre des autres équipes produits, parce que voilà, on ramène du sang frais de personnes qui font ça déjà mieux, on met un petit peu de top down qui dit non mais the right thing to do c'est vraiment d'aller capturer de la data. Et la discussion va se nourrir d'elle-même, quoi. Ouais, celui qui va lancer après l'autre va se faire pinguer, tiens, au fait, c'est quoi l'adoption, t'as tagué quoi, ton funnel il ressemble à quoi, et donc ça devient une habitude, quoi. Et même dans les trucs un peu caricaturaux, quand on a voulu se lancer dans les A/B tests, une fois qu'on avait notre plateforme pour le faire, qui est venue un petit peu après, ça va sûrement faire rire beaucoup, mais la métrique, l'objectif qu'on s'était donné, c'était le nombre d'A/B tests. C'était pas l'outcome, etc. C'était juste exercer le muscle de l'A/B test, de dire non, voilà, ce quarter, le CPO, on va faire 100 A/B tests. Donc évidemment que ça crée des comportements pas du tout vertueux. On A/B test tout et n'importe quoi, on fait des trucs qui n'ont pas d'hypothèse ou qui vont absolument rien changer. Mais en fait, on se met quand même dans le mindset. Et après 3 mois, 6 mois, il n'y a plus personne qui se pose la question. Enfin, évidemment qu'il faut faire un A/B test pour ce changement ou ce changement. Voilà. Chose qu'on a un peu perdu avec le temps. Hélas. Il y a des phases aussi. Il y a des phases, il y a des ups and downs. Sébastien, tu parlais de machine learning il y a quelques minutes. Nous, en préparant l'émission, on a demandé à ChatGPT c'est quoi les questions qu'on doit poser à Renaud et Sébastien ce soir. Du coup, est-ce que vous avez recours à l'IA, à ces mécanismes de machine learning au niveau de la data et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui ? De ChatGPT en particulier ou non, globalement de machine learning, de toutes ces technos qui sont souvent de près ou de loin liées à la data. Oui, beaucoup, oui. Je ne sais pas si on peut... toutes les initiatives, on ne pourrait pas les lister, mais oui, ça quelques exemples d'usages que vous avez pu voir
Je vais commencer peut-être par un des tout premiers avec lesquels on avait commencé à taffer, qui avait fait l'objet même de press release, etc. à l'époque. C'est on s'est dit, je vais essayer d'expliquer juste un tout petit peu le problème tel qu'on l'avait identifié. Comme Renaud disait, on avait un focus qui était très consumer-centric. On veut que le booker arrive le plus possible, plus facilement possible, avec le moins de friction possible à la fin. Et typiquement, ce qui se passe quand on fait du shopping voyage, c'est qu'on a une contrainte pour aller d'un point A à un point B. C'est pas tout à fait la même logique que sur le leisure, où on se focalise principalement sur où est-ce que j'ai envie d'aller, mais il y a un point d'interrogation, et deux, le prix. Le business traveler a en fait d'autres contraintes, et donc le tri, c'est un peu avec l'analogie d'un Netflix ou même d'un Google, le tri, l'ordre dans lequel on affiche les résultats sur la première page de résultats, en fait est discriminant pour la suite de l'expérience, sur le taux d'abandon, sur le temps passé sur la page, etc. Et on s'est rendu compte très vite que les critères unidimensionnels, triés par prix, triés par date de départ, triés par nombre de stops, triés par durée de vol, etc., étaient sous-optimaux. Et c'est le premier use case où on a commencé à regarder, avec toutes les dimensions qu'on avait, si un modèle ML ne pouvait pas en fait nous faire une optimisation qui est optimisée sur la base de plusieurs critères, un tri, qui était du coup recette maison, et qui est optimisé sur parce qu'en fait le voyageur dans sa tête il fait un équilibre entre je veux plutôt un vol qui soit sur telle période de la journée et plutôt pas trop court, pas trop long, etc. Donc la machine, l'algo nous a filé notre première reco d'un modèle ML maison et qu'on continue à optimiser depuis Et il y a eu pléthore d'autres exemples, mais ça a été un petit peu cette première nous-mêmes de propre discovery il y a des problèmes où d'un point de vue heuristique on va pas forcément les résoudre avec un algorithme fixe de pondération de critères sur un certain nombre de dimensions, mais c'est un outil qui peut nous aider à craquer ce genre de problème. Ouais. Et l'équipe s'est grossie avec, et du coup les projets a amené plus d'équipes, etc. Donc aujourd'hui c'est un peu on a eu pas mal d'utilisations aujourd'hui dans notre plateforme. Sans rentrer après dans le détail marketing, je pense que quand on pense à ML et maintenant à ChatGPT, moi ce que je me dis c'est qu'il faut commencer à réfléchir à des use cases pour des équipes en interne en fait. Et c'est ce qu'on avait d'ailleurs fait pour les premiers process de machine learning initialement. Donc le tri c'est presque le truc ultime si on construit une marketplace. Mais au début, on avait plus comment aider les agents à optimiser des tarifs. Ça a été la première chose qu'on a fait pour pas trop avoir une grosse failure devant tout le monde. Et je pense ChatGPT là en ce moment, Chat ou les autres NLP pareil. On regarde aussi pas mal plutôt sur des use cases en interne qui peuvent aider les équipes de support, les agents, les développeurs, avant de réfléchir aux clients, même s'il y a plein de possibilités clientes, mais pour se faire la main. Donc pour l'instant, on est plus dans cette phase-là. Plus exploratoire. Plus exploratoire pour des use cases en interne. Et bon, évidemment, comme tout le monde, je pense, on est un peu intrigué, évidemment, mais complètement impressionné par les capacités du truc. Et après, ce qui est intéressant, est-ce que pour l'instant, j'ai pas trop... moi, j'ai pas réfléchi tant que ça, mais qu'est-ce que ça va faire sur le boulot du product manager ? Aussi bien en réfléchissant au type de valeur qu'on peut créer pour les utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, ou même dans le boulot du product manager au quotidien. Je me souviens, là, il y a quelques semaines, mon manager qui me dit est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un peu les crypto-monnaies là, sur Agentia en B2B travel ? Bon, j'ai demandé à ChatGPT pour avoir son avis. Et sa réponse était vraiment pas con. Et il m'a étayer en 7-8 points les choses auxquelles il faut réfléchir, et je me suis dit c'est très bien. C'était un début, mais ça c'est un peu le début de le super, comme on dit, le super dev qui va pouvoir utiliser ChatGPT ou autre pour un peu l'homme augmenté. Je pense qu'on va faire du product management augmenté assez vite, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui le font déjà et qui le font très bien. C'est un sujet qui nous intrigue, je tease un petit peu, mais c'est un sujet dont on voudrait parler très prochainement. Il y a de quoi parler. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est très bien dit. Un petit mot de conclusion sur cette partie data et objectifs. Est-ce que vous avez une chose que vous voulez que les auditeurs retiennent ? Restez curieux. Moi, ça serait vraiment le truc. Vous savez seulement ce que vous savez. Être relentless.
Ouais, et moi je dirais toujours réfléchir à comment mettre ces datas dans un narratif plus global au niveau boîte pour que ça ait vraiment un impact. Donc voilà. Pas regarder le tout petit détail. Pas regarder que le tout petit détail, ou si on regarde le tout petit détail, parce que des fois c'est ce qu'il faut faire, être toujours capable d'expliquer, de zoom out et à quoi ça se connecte sur l'ensemble de l'histoire de la boîte. Et voilà. Si on se dit on fait ça, je vais me faire 12 000 euros de revenus et puis que la boîte elle en fait 100 millions, on passe un peu pour un con quoi. Ben merci infiniment pour ce deuxième sujet passionnant. Je pense j'aurais encore 15 questions à vous poser. Faute de temps, on ne pourra pas, hélas. Mais on pourra continuer en off après. On va passer tout de suite au jingle qui va permettre de lancer la vidéo de présentation de notre sponsor de cette saison de l'After Produit. J'ai nommé Product Board. We've always been inspired by those who genuinely care about making products that matter. They've shown us it's excellent products that make excellent companies. And we believe the product managers behind them deserve a dedicated system to support their critical work. Yet for far too long, product teams have been stuck with a jumble of tools. They're flooded with user feedback, but struggle to capture it all in one place, so they risk missing opportunities. With no system of their own for managing their feature ideas, product teams live out of an issue tracker, so they're losing the big picture. Spreadsheets lack structure and make feature prioritization a black box. And product roadmaps made in PowerPoint, they're outdated the moment they're shared. So, what's the alternative? We need to replace all those disconnected tools with one system, a system of record for product management. A system that automatically consolidates all that valuable feedback floating around in other tools, so your product team can prioritize the features customers really need. A system that offers a holistic view of all your feature ideas, standardizes prioritization, and ensures product objectives support company goals. A system that provides dynamic roadmaps that can be tailored for different audiences, yet always stay up to date, so everyone is aligned around what's getting built next and why. And a system that integrates with the solutions you're already using to keep everything in sync and improve your existing workflows. Just like CRMs brought sales into the modern era, we believe product management systems like Product Board will do the same for product. They're helping us reimagine how we build the products of tomorrow, and they'll help your organization make products that truly matter to your customers. We can't wait to see what you decide to build next. Nous voilà de retour. Le gros est terminé maintenant, on va juste avoir à conclure. Un immense merci Renaud, un immense merci Sébastien. Plein de retours d'expérience ultra intéressants, plein de belles pistes, tant sur le côté plo que sur le côté data et objectif, plein d'enseignements. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup, et merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, pour l'expérience. Avec grand plaisir, c'est toujours intéressant de recevoir. Là, c'est un contexte un peu plus B2B. C'est toujours intéressant, B2B, oui, pardon. Ouais. Toujours intéressant d'avoir ce regard aussi, parce que c'est une grosse partie aussi du product management dans ces environnements-là. Donc un immense merci pour votre participation. On remercie aussi tous les gens qui nous ont suivis dans le chat. Merci pour les nombreuses questions de ce soir. On n'a pas pu toutes les passer, hélas, mais on espère qu'on a répondu quand même au principal. On remercie Product Board, notre sponsor dont on vient de passer la vidéo. On remercie la régie avec Alex et Mathéo, dont c'est la première ce soir. Merci Mathéo. Quand est-ce qu'on se retrouve ? En fait, les places vont rester chaudes parce qu'on se retrouve dès demain, c'est ça, demain 26 avril à 13h avec un épisode d'En Tête à Tête, avec pour invité Mathieu Stéphanie, président et fondateur de causavostra.com, CEO de Alvo Market, entrepreneur. Ça sera animé par Thibaut, et j'oublie de dire que Mathieu Stéphanie est aussi animateur de Génération Do It Yourself, un podcast qu'on aime beaucoup. C'est fini pour ce soir. Je remercie encore nos invités. Je souhaite à tous nos spectateurs un grand merci, une bonne soirée et à la prochaine.